Bonjour. Avez-vous des questions? Alors aujourd'hui, normalement, on finit le cours sur les polynômes, mais il ne reste pas. Déjà, je commence par corriger ces deux exercices. Deux ou trois, je sais plus, il y avait celui-là et puis x5 moins 1, je pense. Et x5 moins 1, on l'a fait. Donc, tout d'abord, celui-ci, l'énoncé, c'est factorisé dans C crochet X, puis dans R crochet X. Pourquoi? Eh bien, parce que factorisé dans C crochet X, comme nous avons déjà démontré que tout polynôme complexe de degré supérieur ou égal à 1 est scindé, factoriser un polynôme dans C crochet X, ça revient en fait à calculer ses racines, le cas échéant avec leur multiplicité. Donc, dans C crochet X, on calcule les racines, c'est-à-dire on résout l'équation Z4 plus Z2 plus 1 égale 0. Au choix, on peut la traiter comme une équation bicarrée. Ou bien, vous voyez ça comme la somme des termes d'une suite de géométrique, ce qui permet de simplifier. Donc je le fais avec une équation bicarrée. Notons grand Z égale petit z carré. L'équation devient grand Z carré plus grand Z plus 1 égale 0, qui avait deux racines que nous avons calculées hier déjà, donc, qui avait comme solution grand Z1 qui est égal à J, qui est égal d'ailleurs à I de pi sur 3, et grand Z2 qui est égal à J carré, ou J bar, si vous préférez, qui est I de pi sur 3. Ça reste à résoudre l'équation petit z carré égale ceci. Puis, petit z carré égale à z1 admet deux solutions qui sont EI pi sur 3 et son opposé. Et z carré égale à z2 admet deux solutions qui sont EI de pi sur 3 et son opposé. Nous sommes d'accord? Z carré égale quelque chose, ça admet toujours deux solutions opposées. Et ici, à ce stade, l'équation initiale admet quatre solutions distinctes. Comme c'est une équation de 2 et 4, on sait instantanément que c'est simple. Comme l'équation, on a quatre solutions pour une équation de degré 4. Ces racines sont simples. Et la factorisation de C crochet X, c'est P égale X moins EI sur 3, X moins et plus EI sur 3, X moins EI de J sur 3, et X plus et de J sur 3. Avec devant un scalaire qui, à nouveau, vaut 1, puisque ce polynôme est unitaire, c'est-à-dire que c'est un polynôme dans le coefficient vaut 1. Il ne faut pas l'oublier, faut pas oublier ce scalaire. Tout ça, là, il ne faut pas l'oublier parce qu'en fait, dans la grande majorité des exemples que vous rencontrez, le polynôme unitaire est 2 qui vaut 1. Et le jour où vous avez un polynôme qui n'est pas unitaire, ce n'est pas nécessairement un piège que vous avez. C'est pas conçu comme un piège, mais. Nous sommes d'accord? Ça, c'est dans C crochet X. Maintenant, derrière en crochet X. Derrière en crochet X, on a commencé à y réfléchir hier.
comme c'est un polynôme complexe, comme c'est un polynôme réel assez complexe, on a déjà démontré que quand il y avait une solution, il y avait deux possibilités, grosso modo, soit elle est réelle, auquel cas on regarde laquelle, soit elle est complexe, auquel cas il y a nécessairement son conjugué dans la liste. Auquel cas, quand on veut factoriser P dans R approché X, on garde les termes en X moins alpha avec alpha réel, là c'est vite vu, il y en a. Et en revanche, les termes complexes, on isole, on rassemble, on identifie les conjugués. Et donc, avant de faire cette factorisation dans R approché X, il convient de comprendre qui est le conjugué de qui. En particulier, on pourrait avoir envie de dire que ça et ça c'est relié, mais non, parce que EI puissance fois et moins EI puissance fois, ils ne sont pas conjugués, ils sont opposés. D'accord? Donc, les mettre en côte à côte, là, je les ai mis côte à côte parce que c'est les deux premières solutions que j'ai trouvées, et ce n'est pas des solutions conjuguées. D'accord? Bon, donc en fait, bon, il y a deux manières de faire. Il y a la manière pleine de morgue qui marche très bien, c'est de dire que vous êtes certain qu'il y a le conjugué de EI puissance 3 dans la liste. Vous êtes certain que ce n'est pas celui-là. N'est-ce pas? Donc vous pouvez cash dire que c'est un des deux autres, vous moquez royalement de l'identifier et dire que ben, c'est un des deux autres. Je vais donc faire x moins EI puissance 3 fois x moins son conjugué. Et puis pareil, là vous savez qu'il y a moins EI puissance 3 dans le conjugué et un des deux autres, vous ne savez pas lequel c'est, mais c'est pas grave, vous savez que c'est un des deux. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas besoin d'identifier, de savoir si le conjugué de ça, c'est ça ou ça. Vous pouvez quand même vous en sortir. Du moment que vous avez bien compris que ces deux solutions ne sont pas conjuguées. Bon, sauf que ça consiste un peu à mettre la pression sur le tapis. Alors, je préfère quand même qu'on identifie qui est le conjugué de qui. Mais bon, on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'on est certain qu'il y est dans la liste. Sauf qu'en fait, EI pi sur 3, il est ici. Et EI de pi sur 3, il est là. Moins EI pi sur 3, il est ici. Et moins EI de pi sur 3, il est là. Bon, ben là, pour ça apparaît clairement. Qui est le conjugué de EI pi sur 3? C'est moins EI pi sur 3, c'est-à-dire le terme conjugué à ça, il est tout là-bas. Et qui est le conjugué de EI moins EI pi sur 3? C'est EI pi sur 3, c'est-à-dire c'est de là que ça conjugué. Nous sommes d'accord? C'est pas indispensable de le faire, ce calcul. En fait, c'est là. Comme vous allez voir, je ne vais pas du tout l'utiliser. J'ai EI pi sur 3 et son conjugué, et puis j'ai plus EI pi sur 3 et son conjugué. Nous sommes d'accord? EI pi sur 3 et son conjugué, moins EI pi sur 3 et son conjugué. Ok? Et ça me fait, je vous rappelle peut-être le calcul théorique qu'on a fait hier, c'est plus facile avec alpha bizarre. Hein? X moins alpha fois x moins alpha bar, c'est x carré moins alpha plus alpha bar x plus alpha alpha bar, c'est-à-dire x carré moins 2 parties réelles de alpha x plus module de alpha au carré. Pour alpha qui va respectivement EI pi sur 3 et son opposé, pas son conjugué. Et si on se retrouve avec P égale x carré moins 2 parties réelles de EI pi sur 3 x plus module de EI pi sur 3 au carré fois, pareil mais avec des signes moins bien positionnés. Que valent les modules? Les modules en présence égale 1, on essaye de se faire le truc. Et que valent les parties réelles? La partie réelle de EI θ, c'est cos θ. Donc on se retrouve avec x carré moins 2 cos pi sur 3 x plus 1, facteur de x carré plus 2 cos pi sur 3 x plus 1.
Et cos pi sur 3, ça doit valoir un demi, je ne me trompe pas. Et donc on se retrouve avec la factorisation derrière approché x, c'est x carré moins x plus 2, facteur de x carré plus x plus 2. Et ça, c'est bien une factorisation qu'on produit de polynômes irréductibles, puisque ce sont deux polynômes de degré 2, dont le discriminant de chacun est strictement négatif. Le discriminant, celui de droite, il vaut moins 3, et celui de gauche aussi, je crois. Les deux discriminants valent moins 3, si je ne me trompe pas. Ils valent 1, moins 4, moins 3, tous les deux. Nous sommes d'accord? Cos pi sur 3, c'est un demi, c'est ça, je me trompe pas. C'est bon? Voilà. Et puis, je vous avais aussi demandé de réfléchir à une factorisation de x plus n moins 1. Ok? C'est ça? Est-ce que ça appelle une question, ça? Non? Oui. Et si on a voulu faire la méthode, on aurait voulu faire la méthode, on aurait tout développé ou... Non? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'autre méthode? Alors, enfin, comme on a dit hier, on ne peut pas développer et... Ah oui, si vous voulez. Oui, mais si vous développez. En fait, j'ai développé ce terme et ce terme. N'oublions pas le but. Le but, c'est de factoriser comme produit le polynôme irréductible. Nous avons provisoirement admis que les polynômes irréductibles de R approché x, ce sont les polynômes de degré 1, réels bien sûr, et les polynômes de degré 2, dont le discriminant est strictement négatif. Donc, quand vous souhaitez la factorisation de R approché x, vous voulez un produit de polynôme de degré 1 et de polynôme de degré 2, discriminant strictement négatif. Les polynômes de degré 1, mais là-bas. En revanche, il y a deux polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif. Si vous redéveloppez, vous aurez plus de polynôme irréductible. D'accord? Non, factoriser, c'est factoriser un produit de polynôme irréductible. C'était ça c'est vrai, je ne l'ai pas écrit, mais c'était ça le but. C'est bon? Maintenant, x puissance n moins 1 dans C crochet x, eh bien, les racines de P, on leur a donné un nom, ça s'appelle les racines énièmes de l'unité. Ce sont les EI de K sur n, au cas qui varie 0 jusqu'à n moins 1. Ce sont n racines distinctes pour un polynôme de degré n, donc elles sont toutes simples. Et si elles sont simples, la factorisation, c'est le produit de k égale 0 jusqu'à n moins 1 des x moins i de k sur n fois le coefficient dominant qui, une nouvelle fois, vaut 1. Voici la factorisation dans C crochet x. Dans R crochet x, c'est exactement la même chose. Je vais faire un petit dessin pour arriver à voir, à comprendre qui est le conjugué de qui, de manière à ne pas faire des calculs à l'aveugle, même si on peut le faire partiellement, pas à l'aveugle, mais bon, on n'est pas obligé de le dire autant que ce que je veux dire. On va voir ce qui se passe. Quel mot. C'est bon? Il n'y a que 3 chaînes. Là, il n'y a pas de chaîne.
Moyen de oui et pas jeune. Et 10 ans après, de oui, il y a des choses. Non, il n'y en a pas. Il y a quatre chaises. Oui. Alors, regardons le dessin. Je vous rappelle le dessin de UN, ça forme un pentagone régulier. Par exemple, je vous fais le dessin pour n égale 5. Je suis en train de vous... Qu'est-ce que je dis? Non, pardon. Ça forme un polygone régulier à un côté. Par exemple, pour n égale 5, ça forme un pentagone régulier. N'est-ce pas? Vous avez ici les valeurs pour k égale 0. Ici, la valeur pour k égale 1. Ici, la valeur pour k égale 2. La valeur pour k égale 3. Et la valeur pour k égale 4. Qu'est-ce qui survient? Je vous rappelle le principe. Quand on a une racine réelle, on la garde telle quelle. Quand on a une racine complexe, on identifie son conjugué. Clairement, pour k égale 0, on a une racine réelle. Oui, parce que pour k égale 0, c'est ça. Donc dans la factorisation qui est là, le x moins 1, je ne vais pas y toucher. C'est déjà un polynôme réel. Et puis, pour k égale 2, vous avez un terme, pour k égale 1, vous avez un terme qui dans le conjugué va être pour k égale 4. Pour k égale 2, vous avez un terme dans le conjugué va être pour k égale 3. Et donc, dans R, du moins, si je vous l'écris pour n égale 5, et après on fera le cas général, pour n égale 5, la factorisation dans R approché x, c'est x moins 1, et puis x moins EI k sur 5, 2 pi sur 5 sont conjugués, et x moins EI k pi sur 5 et sont conjugués, qui nous fait x moins 1 que je garde tel quel, x carré moins 2 fois la partie réelle de l'exponentielle complexe, c'est 2 fois le cos de l'angle, plus le modulo carré de l'exponentielle i θ, c'est 1, et pareil avec 4 pi sur 5. Nous sommes d'accord? Sauf que, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Sauf que dans la généralisation, il faut prendre en garde un petit point. C'est que là, je vous ai pris un exemple avec n égale 5, c'est-à-dire avec n égale n pair. Si maintenant, je vous prends un exemple avec n pair, c'est-à-dire si je vous prends un exemple avec n égale 6, ça ressemble beaucoup. Sauf qu'avec n égale 6, c'est un hexagone régulier qu'il faut que je vous dessine. Et si je vous dessine un hexagone régulier, ça va faire ça. Non, pardon, un hexagone. Oui, c'est ça, un hexagone régulier. Et particulièrement rouge. Voilà, il est comme ça. Enfin, bref, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que l'hexagone, il passe par moins 1. C'est-à-dire, pour n égale 6, il n'y a pas que comme racine réelle, il y a aussi moins 1. Nous sommes d'accord? En fait, c'est exactement le même calcul, sauf que parmi les racines réelles, vous avez x moins 1, mais aussi x plus 1. Il faut mettre de l'angle. Et ça, il est hors de question d'écrire. Enfin, il est hors de question. D'écrire x carré moins 1. Si vous écrivez x carré moins 1, vous avez certes un problème de degré 2. Et le discriminant n'est pas strictement négatif. Vous êtes d'accord? En revanche, après, il vous reste bien x carré moins 2 cos 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 30, x, et x carré moins 2 cos 4 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi sur 3, x plus 1. Nous sommes d'accord? Ainsi, la factorisation de x plus 1 moins 1 dans C, elle se fait instantanément, mais dans R, il y a une disjonction de cas sur la parité de L. Cas général.
si n est pair, donc j'ai commencé par n pair. P, c'est x moins 1 fois un certain produit de x carré moins 2 cos 2 capi sur n x plus 1. Et si n est pair, P, c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 fois un certain produit de x carré moins 2 cos 2 capi sur n x plus 1. Il ne reste plus qu'à comprendre, quelles sont les bornes de ce produit. Ok? D'ailleurs, pour k qui varie de quoi jusqu'à quoi? Dans les deux cas, k il commence à 1. Parce que k égale 0, c'est le réel. Donc dans les deux cas, k il commence à 1. Mais k ne finit pas toujours à la même quantité. Je refais mon dessin en le découpant, parce que là c'est un peu trop. Si vous regardez le pentagone, ça fait ça, et si vous regardez l'hexagone, ça fait ça. Alors, pour le pentagone et l'hexagone, vous avez k égale 0 qui est à part, et uniquement pour l'hexagone, vous avez k égale 3 qui est à part. Et dans les deux cas, il ne faut retenir que 1 et 2. Donc dans les deux cas, k commence à 1, mais il finit pas au même endroit dans les deux cas. Si n est impair, c'est la partie entière de n divisé par 2. Et si n est paire? La partie entière de n divisé par 2 moins 1. Ouais, mais si n est paire, partie entière de n sur 2, c'est n sur 2. Quoi. Par contre, si n est impair, c'est la partie entière de n sur 2. C'est d'ailleurs que maintenant, n moins 1 sur 2. Vous êtes d'accord? Mais vous avez raison, dans les deux cas, on pourrait écrire partie entière de n sur 2. Dans les deux cas, là, on pourrait écrire partie entière de n sur 2, mais malheureusement, ça, on ne peut pas trouver de manière élégante de le faire apparaître tout en haut. Oui? C'est pas n-2 sur 2 au cas pair? Parce que du coup, on ouais, vous devez avoir. Là, vous avez. Ah oui, n sur 2, il est là, c'est. n sur 2, ça fait 3 du coup. C'est n sur 2 moins 0, oui, c'est ça. Moins 2. Attendez, je vous dis. Moins 2. Ah non, parce que. C'est ça? Non, mais oui, mais c'est ce que vous disiez. C'est partie entière de n sur 2 moins 0, c'est ça que vous disiez. Oui, pardon. Oui, non, vous là. C'est bon? Ok? Voilà. Donc, je reprends le fil du cours. Je vous rappelle que j'avais fait une pause dans une démonstration pour faire ça, pour voir un peu comment marchent les choses avant de se lancer dans la démonstration. Il nous restait à voir, montrer que si un polynôme est irréductible dans R en crochet X, alors il est de degré 1 ou de degré 2 avec delta strictement négatif. Preuve. Si P est irréductible, alors degré de P inférieur ou égal à 1, ou degré de P égal à 2 avec delta strictement négatif, ce que j'avais noté. Si P appartient à I, alors P appartient à U ou P appartient à D. Il me reste ça à prouver. Et comme pour les complexes, je vais le faire par l'absurde. C'est-à-dire, je vais supposer que P n'est pas dans cet ensemble, et je vais prouver qu'il n'est pas irréductible, qu'il est réductible. Si P
soit P appartenant à I. Si P n'est ni dans U ni dans D, alors c'est qu'il est. Pardon. Il y a deux possibilités. Soit il est de degré 2 avec delta supérieur ou égal à 0, soit il est de degré 3 ou plus. Soit P est de degré 2 avec un discriminant non nul, petit. Et je dois trouver une contradiction. Soit il est de degré 3, et je dois trouver une contradiction. Donc, dans les deux cas, je dois finir par contradiction. Ou impossible. Ok? Est-ce que la structure de la preuve est claire pour tout le monde? Après, on va dire que sur les arguments mathématiques. Est-ce que la structure de la preuve est claire pour tout le monde? Si la preuve assez longue et assez pénible. Enfin, elle n'est pas dure, c'est pas vrai, mais elle est assez longue et les deux sens se ressemblent un peu. C'est aussi pour ça que je l'ai coupé sur deux mots, hein. Je l'ai fait volontairement. Et c'est pas. Ça, c'est pas une. Finir les exos aujourd'hui, c'était volontaire, mais couper la deux mots, c'est clair pour tout le monde la structure de la preuve. Maintenant, je dois prouver que si un polynôme est irréductible, alors son degré vaut 1 ou 2 avec des tasses négatifs, mais je suppose que ce n'est pas le cas, et je trouve le contradiction. Alors, s'il est de degré 2 avec un discriminant supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on sait depuis la première? Le polynôme de degré 2 avec delta positif. Il y avait deux rationnels. 2, vous savez, non, 2, je n'ai pas écrit strictement. Au moins une. Voilà. Peut-être 2 si c'est strictement, mais P admet au moins une racine réelle alpha. Donc, x moins alpha divise P. Mais, x moins alpha, mais P, pardon, excusez-moi. Mais P est irréductible. Et supposé irréductible. Alors qu'il lui admet un diviseur qui n'est ni une constante ni associé à P. Contradiction. Alors, il admet un diviseur ni constant ni associé. C'est pas possible. Si P est de degré 2 avec une racine réelle, il admet un diviseur qui s'appelle un diviseur propre. Un diviseur qui l'empêche d'être irréductible. Reste à voir le cas où P est de degré 3 ou plus. Alors, pour un polynôme de degré 3 ou plus, je vais d'emblée passer sur s'il a mis une racine réelle, pour les mêmes raisonnements, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça ne vient pas naturellement. Si ça vient naturellement, juste après cette idée. Si P admet une racine réelle, même raisonnement. Je suis maintenant rendu avec un polynôme de degré supérieur ou égal à 3 qui n'a mis aucune racine réelle. Sinon, il n'a mis aucune racine réelle, certes, mais il est de degré supérieur ou égal à 3. Donc, en termes de racine, qu'est-ce que peut affirmer? Par exemple, s'il est égal à quoi, il a au moins 3 racines. Il a au moins 3 racines complexes. Là, on est en train de parler de polynôme réel. Vous venez d'exhiber qu'il a au moins une, disons, racine réelle, qu'il a des racines complexes. Certes, il n'a pas de racine réelle, mais il a quand même des racines complexes. Sinon, soit alpha, une racine complexe de P.
Alors, alpha bar est racine complexe de P. Donc, ce n'est plus x moins alpha qui divise P. Enfin, si x moins alpha divise P, mais je m'en fous aujourd'hui, parce que x moins alpha divise P, c'est une relation entre deux polynômes complexes. Or, je veux travailler avec des polynômes réels. Ça, c'est vrai dans C crochet X, c'est faux dans R crochet X. X moins alpha, il n'existe pas dans R. De même, et x moins alpha bar divise P, c'est vrai, mais dans C crochet X. Or, aujourd'hui, je veux voir P comme un polynôme réel. Donc, ce que j'ai écrit là, je le barre, je ne l'efface pas, parce que c'est important pour la ligne d'après. Et je le barre. C'est vrai, mais dans R crochet X, je m'en fous. Par contre, qu'est-ce qui est vrai dans R crochet X? Qui divise P? Quel polynôme réel divise P? X moins alpha. Mais non, il est complexe. Ah non. Le produit de x moins alpha et Le, x moins alpha. voilà, le produit. Donc on a vu qu'il valait. Différé. D'accord? X moins alpha divise P, pas dans R crochet X, c'est pas vrai. Il le divise à C crochet X. Mais aujourd'hui on travaille dans R crochet X. X moins alpha bar, pareil. Ouais, mais le produit, il le divise dans R. Et alors, ça c'est un polynôme de degré 2. Attention, c'est pas encore qu'il y a irréductible, on est en train de le voir. Oui. Ça c'est un polynôme de degré 2. P est de degré 3 ou plus. Eh bien, à nouveau, vous avez trouvé un diviseur propre à P, c'est-à-dire un diviseur qui n'est ni une constante, ni associable. Ce diviseur de P, n'est ni une constante, ni associé à P. P ne peut pas être irréductible. P n'est pas irréductible. Contradiction. Voilà, on a bien prouvé que les polynômes irréductibles étaient sous-annoncés. Exactement sous-annoncés. Degré 1, degré 2 strictement négatif, avec delta strictement négatif, et rien d'autre. Oui. Pourquoi vous avez barré là? Alors, je l'ai barré pas parce que c'est faux. Je l'ai barré parce que je ne peux pas l'utiliser dans ces crochets. En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'utiliser quelque chose dans les crochet. Je ne peux pas l'utiliser, sauf que ça m'a permis de comprendre ça. Donc je l'ai barré, enfin, c'est quand même important pour comprendre la ligne après. Ouais. Donc c'est pas juste d'écrire ça, même si on précise que c'est dans. Ah si, je vous ai fait. Si, c'est parfaitement juste, hein, mais vous ne pouvez pas l'exploiter de suite. Hein. Vous avez besoin d'exploiter une relation de récurrence. Là, regardez, si vous écrivez ça, vous auriez besoin de dire, ah ben, on a un diviseur de P qui n'est ni une constante, ni un polynôme associé à P, donc P n'est pas irréductible. C'est vrai, c'est crochet X. Mais on le sait déjà que le polynôme de degré 3, c'est pas irréductible, c'est crochet X. Donc ce serait vrai, mais ça sert à rien. Ça prouve quelque chose dans C crochet X. Aujourd'hui, on l'a déjà prouvé ce qu'on voulait prouver dans ça. Oui, peut-être que j'ai eu tort de le barrer. Si, en fait, ça me sert à prouver ce qui se passe en dessous. Ouais. Et ça ne permet pas de conclure directement. Il faut passer par l'étape en dessous. Ok? Et alors, je vous ai pris donc la remarque que j'ai utilisée plusieurs fois. Tout polynôme de R crochet X de degré 1, supérieur ou égal, se décompose comme un produit de polynômes irréductibles. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que dans C crochet X. Parce qu'il y a des polynômes de degré 2 qu'il va falloir aller chercher.
un dernier avertissement et on passe au grade 5. Attention, ne pas confondre irréductible et sans racine réelle. Ça, c'est une erreur qu'on va se faire. Un polynôme peut être il existe des polynômes qui n'ont pas de racine réelle, mais qui sont irréductibles. Montrez-moi un exemple de polynôme. P n'a aucune racine réelle, mais n'est pas pour autant irréductible dans l'air algébrique. C'est assez facile en fait, c'est assez facile. Après, il y a le calcul qui peut être mis. Donnez-moi un exemple de polynôme qui n'a aucune racine réelle, sans pour autant être irréductible. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, x carré plus x carré plus 2. En fait, vous prenez n'importe quel polynôme de degré supérieur ou égal à 3 qui n'a pas de racine. Il y en a des polynômes de degré supérieur ou égal à 3 qui n'ont pas de racine, celui-là par exemple. Et il n'est pas irréductible puisqu'il n'est pas de degré 4. Et pour ça, il n'a aucune racine réelle. Si un polynôme est irréductible, il y a un lien, mais comment dire, il faut que je vous dise une bêtise, c'est un peu bien faire. Il existe des polynômes qui n'ont aucune racine réelle, mais qui pour autant ne sont pas irréductibles. Voilà. La phrase de ça, c'est... Vous pouvez prendre aussi, regardez, x carré plus 1. Ah non, x carré plus 1, c'est irréductible. Au carré. Ouf. Le degré 4, ça ne met aucune racine réelle, mais c'est pas irréductible puisque le degré 4. Ok? Bon. Enfin. Grand 5, je crois. Et hop. Oui. Un polynôme pas irréductible, ça a forcément de la racine réelle. Un polynôme réductible, est-ce qu'il a forcément de la racine réelle? Un polynôme réductible. Ben non, celui-là il est réductible, mais il a aucune racine réelle. J'ai mal compris votre question. Celui-là, il n'est pas irréductible. Non, c'est moi qui ai mal posé ma question, donc j'ai pas réussi à la formuler. En fait, vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'aucune racine réelle, ça implique irréductible? Je suis en train de vous dire non. La question, est-ce que irréductible implique aucune racine réelle? La réponse est non aussi. X moins 1 est irréductible. Pourtant, il y a des racines réelles. Ok. Le problème, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous focaliser sur les polynômes de degré 2. Et dans les irréductibles, il y a aussi tous les polynômes de degré toutes les racines de la création. En fait, ma question c'était, est-ce que s'il a des racines réelles, il est forcément pas irréductible? Alors, s'il a des racines réelles et que le degré supérieur ou égal à 2, bien sûr, puisque x moins alpha le divise. Oui, voilà. Bon, si le degré 1, il est irréductible, ça. C'est bon? C'est pas dans la remarque, enfin, je crois que je n'ai pas très bien compris, mais le fait que le polynôme de Rx se décompose au produit de polynômes irréductibles, Ouais. les polynômes irréductibles sont dans R ou dans C? Ah, dans R, Ok. Ah, oui, vous avez raison. On peut aussi le décomposer. Un polynôme réel, c'est par oubli un polynôme complexe. Et donc, cette remarque, si vous écrivez de ça, je vous l'avais déjà écrit ça. Non, la nouveauté, c'est ça. C'est une nouveauté relative, mais bon. C'est bon? Allez, on finit avec deux compléments. Le premier, c'est les relations coefficient-racine, dont je vous avais promis qu'elles soient généralisées.
soit P un polynôme de degré n, scindé, pardon, de degré n, scindé. Scindé, ça veut dire qu'il a n racines, donc notées avec la multiplicité n. Dont les racines sont notées alpha 1 jusqu'à alpha n. On a, en écrivant P égale A0 plus A1x plus A1xn. Comme il est de degré n, c'est que n est non nul. On a deux résultats qui portent sur la somme et sur le produit des racines. Ce sont des formules qui généralisent, les relations coefficients racines pour le degré de 2. Alors, le produit des racines vaut, et la somme des racines vaut. Tiens, plutôt que de vous les balancer, on va les découvrir. Alors, être scindé, ça veut dire avoir 7 de tête. Hein. C'est ça la question. Être scindé, ça veut dire avoir 7 de tête. Ça veut dire avoir n racines côté avec la multiplicité. Notez qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, lambda c'est le coefficient dominant. Donc d'emblée, lambda je peux le remplacer par AN. D'accord ? Et par ailleurs, lambda, P c'est égal à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ce produit, puis identifier les coefficients. Sauf que développer ce produit, ça va donner lieu à beaucoup de calculs. Au programme, il est prévu de vous donner que ces deux relations. En fait, les relations coefficients de racine, il y en a tout plein. Les deux qui servent vraiment, c'est ça là. C'est pour ça que votre programme se limite à ces deux-là. Et en plus, dedans, c'est des formules un peu moches. Vous allez voir ce qui se passe. Quand je développe ce produit, ça me fait ça. Ça me fait AN facteur de quoi? Là, je vais avoir un polynôme de degré n, bien sûr. Donc je vais avoir un terme en x puissance n, un terme en x puissance n-1, un terme en x puissance n-2, etc. Un terme en x et enfin un terme constant. Nous sommes d'accord? Eh bien, je ne vais pas tous les regarder, je vais me concentrer sur les trois, le terme en x puissance n, le terme en x puissance n-2 et le terme constant. Et un exercice, juste après, vous allez tous les regarder, mais pour de valeurs faibles de n, d'accord? Alors, le terme en x puissance n, c'est pas dur, on l'obtient en faisant le produit x fois x fois x fois x fois x. C'est xn, il est seul. Je le préfère, il est multiplié par 1. D'accord? Le terme constant, c'est assez facile. Il faut imaginer que nous sommes en train de développer tout ce produit. Quand est-ce qu'on obtient des constantes? Quand dans ce produit, on ne fait jamais fois x. Et donc, ça fait, c'est ça, alpha 1 fois alpha 2 fois alpha 3 fois alpha 4, etc. fois alpha n. Le terme constant, c'est le produit des constantes. Avec, malheureusement, un petit truc en plus. Ouais, c'est ça, parce que les constantes, c'est pas alpha 1, alpha 2, c'est moins alpha 1, moins alpha 2. Donc c'est moins alpha 1 fois moins alpha 2 fois moins alpha 3 fois moins alpha 4.
il y a moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 qui apparaît n fois. Et donc devant, vous avez en fait moins 1 puissance n. C'est d'accord pour tout le monde? Ouais. Et le terme en x, je ne vais pas le calculer. Pourquoi? Parce que le terme en x, bien, on pourrait y réfléchir. Le terme en x, combien est-ce qu'on l'obtient? On fait x fois les constantes qui restent. Le terme en x carré, on va faire 1x et les constantes qui restent, etc., etc. Le terme en x puissance n, comment est-ce qu'on le fait? On fait 1x fois 1x fois 1x fois 1x fois 1x fois la seule constante qui reste. Donc qu'est-ce qu'il y a comme terme? Il y a moins alpha 1, moins alpha 1 et tous les autres c'est x, moins alpha 2 et tous les autres c'est x, etc. jusqu'à moins alpha n et tous les autres c'est x. Et donc le terme x puissance n moins 1, c'est moins alpha 1, moins alpha 2, moins alpha 3, c'est-à-dire c'est ça. Ainsi, vous obtenez an x puissance n moins an alpha 1 plus alpha n x puissance n moins 1 plus les termes que je ne veux pas regarder, plus, enfin que je ne veux pas. Par identification, ça c'est égal à pi. Donc ça c'est égal à an, la belle affaire. Ça c'est égal à an moins 1. Et ça, c'est égal à 0. Ainsi, vous avez des formules qui valent. Le produit, c'est moins 1 puissance n à 0 sur n. Et la somme, c'est moins an moins 1 sur n. Voici les deux relations que vous obtenez. Et il y a d'autres relations qu'on n'a pas calculées, qui existent. Oui. C'est juste, là, le polynôme p égale 1, 1. Le premier c'est à 0 ou c'est vraiment 1? Ah oui, c'est à 0. Oui. C'est d'accord? Alors, oui. Je n'ai pas très bien compris pourquoi c'est moins alpha 1 plus. Alors, en fait, je ne vais pas vous répondre. On va faire l'exercice. Si l'exercice ne dit pas la chose, là je vais reprendre. Parce qu'en fait, si je vous fais l'exercice, c'est parce que. Exercice. Alors, l'exercice, c'est quoi? C'est. Remarquez que ces relations coefficient-racine contiennent bien les relations que je vous ai données sur le polynôme de degré 2. Le produit, c'est C sur A, c'est-à-dire à 0 sur A2. Et la somme, c'est moins B sur A, c'est-à-dire moins A1 sur A2. Ces relations généralisent bien ce qu'on a fait au début de l'année. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire les calculs totaux, complets, globaux, mais pas pour n égale pour n égale 3 et n égale 4. C'est-à-dire que vous allez faire tous les calculs sur les pointillés. Ce qui va vous donner, vous redonner ces deux relations, bien sûr, et qui va vous donner une ou deux autres relations suivant que n égale 2 ou n égale 3 ou n égale 4. Exercice, obtenir toutes les relations coef racine pour n égale 3 et n égale 4. Voilà. Ce qu'il est bon de savoir, c'est ces relations, il faut les connaître, et savoir qu'il en existe d'autres qui servent nettement moins souvent. Ponctuellement, vous pouvez en avoir besoin. Ces arrêts sont vraiment très ponctuels. Si vous en avez besoin, c'est comme ça que vous allez faire les calculs que vous allez en faire. Vous êtes d'accord? Voilà pourquoi je vous réponds pas de suite, parce qu'en fait, vous allez refaire, je vous demande de refaire le calcul pour des valeurs simples de n. Alors là, ça devrait écrire le si elle écrit après, j'en fais vous répondre. Ok? Allez, on go. C'est pas dur, c'est un calcul. Allez, je vous montre comment ça se passe. Alors, comprenons, notez bien une chose. C'est que si vous êtes un petit peu perdu, moi, mon boulot, c'est de vous présenter les calculs, mais de manière à vous faire progresser. Si là, vous êtes perdu,
vous faites les calculs comme ça, par exemple, vous développez le premier produit, et après vous distribuez x moins alpha 3, d'accord? Ok, si vous êtes perdu, vous faites un calcul. Vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, ce calcul. Moi, je vais vous le présenter de manière un peu plus ambitieuse, ok? Tout d'abord, vous savez que vous obtenez un polynôme de degré 3. Donc vous savez que vous obtenez un terme à x cube, un terme à x carré, un terme à x et un terme constant. Vous le savez à la base. Ensuite, combien obtenez-vous de termes? Vous en obtenez 8. Parce que à chaque fois, vous avez deux choix possibles dans chacune des parenthèses. N'est-ce pas? Ainsi, pour ce grand x, vous aurez 4 produits. Pour ce alpha 1, vous aurez 4 produits. C'est d'accord? Je vous demande le coût du 8. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est clair qu'il y aura 8 termes? Oui? Bon. Quels sont ces 8 termes? Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est on va passer en revue les 8 termes, et au lieu de les écrire en vrac, on va les écrire directement à la bonne place. Le premier terme, c'est x fois x fois x, x cube. Le deuxième terme, ça va être x fois alpha 3, moins alpha 3, x carré. Vous êtes d'accord? Voilà. Le troisième terme, ça va être x fois moins alpha 2 fois x. Alpha 2 ici. Le terme suivant, alpha 1 fois x, moins alpha 1. À ce stade, j'ai fait des choix où je prenais 2x et un non-x. Vous êtes d'accord? 2x, ces deux-là et un non-x. Ces deux-là et un non-x. Ces deux-là et un non-x. Tout le monde comprend mon vocabulaire, le non-x? Ouais, c'est bon? C'est clair ou c'est pas clair ce que je viens de faire? En fait, si vous voulez, on peut dessiner un arbre. Hein. On peut dessiner un arbre. Le premier choix, vous prenez x ou moins alpha 1. Le deuxième choix, vous prenez x ou moins alpha 2, et ce choix, il faut le répéter. Et le troisième choix, vous prenez x ou moins alpha 3, et ce deuxième choix, vous le répétez 4 fois. D'accord? C'est cet arbre que je vais faire vous dessiner. Je viens de regarder, la première branche, c'est x cube. La deuxième branche, pardon, dans le fond, si j'ai dessiné l'arbre, je vais faire dans l'ordre des branches. La deuxième branche, c'est x carré fois moins alpha 3. La troisième branche, donc j'ai fait cette bifurcation. La troisième branche, je passe par alpha 2. X fois alpha 2 fois x. Le terme qui est là. Puis x fois alpha 2 fois alpha 3. Ça me fait plus alpha 2, alpha 3, x. Plus alpha 2, alpha 3, x. Vous êtes d'accord? Là, j'ai fait toutes les 4 branches de gauche. Maintenant, je continue les branches qui partent de alpha 1. Alpha 1 fois x, moins alpha 1 x carré. Je mets le signe moins en vecteur. Alpha 1 x fois alpha 3, plus alpha 1 alpha 3 x. J'ai fini, j'ai plus que les deux dernières branches. Alpha 1, alpha 2 x. Alpha 1, alpha 2 x. Et l'ultime branche, qui est la branche qui est comme ça, moins alpha 1, moins alpha 2, moins alpha 3, c'est-à-dire moins alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ceci est donc égal à A3x3 moins A3 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, x carré, plus A3 fois alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus alpha 2 alpha 3 x moins A3 alpha 1 alpha 2 alpha 3. Je n'ai plus qu'à identifier. Ça, c'est égal au polynôme A3x carré plus A2. C'est égal au polynôme A3x cube plus A2x carré plus A1x plus A0. Donc ça, c'est égal à A3. Ça,
c'est égal à A2. Donc la somme des coefficients, c'est moins A2 sur A3. La somme des coefficients, c'est moins A2 sur A3. Tout au bout, ça c'est égal à A0. Donc le produit des coefficients, c'est moins A0 sur A3. Et on découvre la formule que vous n'avez pas à connaître dans la case générale, mais qui existe quand même, hein, on pourrait l'exhiber, on pourrait y réfléchir. Ça, c'est le terme en x, donc c'est A1. Et donc A1 sur A3, vous avez déjà des termes qui A1 sur A3, il se trouve que c'est affecté d'un chiffre de plus, parfois. C'est égal à cette formule un peu compliquée, un peu de formule mixte là, qui mélange les sommes et les produits. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Si c'est clair pour tout le monde, je vous laisse faire par vous-même le n égale 4. Je vous donne le résultat pour que vous compariez. Et si vous avez des soucis, vous venez me voir. Et s'il n'y a pas de soucis, c'est bon. Les formules pour n égale 4, c'est... J'espère que je ne vais pas me tromper quand même. Vous avez fait certaines activités de vue. Donc la somme... La somme, c'est A3 sur A4, affecté A3 sur A4, affecté du signe moins. Cette formule bizarre, en fait, je ne l'écris pas en entier parce que je pense que vous avez compris. C'est la somme des couples, des produits de 2. Ça vaut plus A2 sur A4. Tout en haut, vous aurez A0 sur A4 qui va être le produit. Et au milieu, une nouvelle formule qui est la somme des triplés. Qui va être égal à moins 1 sur A4. Voilà. C'est ça les formules. Ils ne sont pas au courant parce que franchement, ça ne va pas assez souvent. En plus, elles sont pénibles. Vous aurez toujours un souci, vous ne saurez jamais si c'est AK ou A-K et vous ne saurez jamais si c'est plus ou moins. Voilà. Enfin, bon, vous, je ne sais pas, moi j'avais été foutu de me souvenir. Donc heureusement, je n'avais pas les apprendre. On les retrouve. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ça suffit ce que j'ai dit pour n égale 4, vous comparez avec ça. S'il y a un souci, bon, j'espère que vous n'êtes pas tombé. Vous venez de voir. Et sinon, il faut... Bon. Le dernier point, c'est la décomposition de l'élément 7. Alors, si ces deux points, la relation coefficient racine et la décomposition de l'élément 7, je les ai regroupés dans une sorte d'annexe, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'a pas à les faire, aucun des deux, on a à le faire maintenant. Vous voyez, ici je n'ai qu'à vous montrer 2 des 4 ou 5 ou 6 formules. Pour la décomposition d'un élément simple, c'est pareil. Je n'ai pas... Je dois vous expliquer comment ça marche, mais ça vous le démontrer. Pourquoi ça vous le démontrer? Parce que c'est quelque chose qui est mathématiquement assez isolé, qui pour nous, et surtout pour vous, va vous servir typiquement pour calculer des dérivées des primitives, par exemple en SI et en chimie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé en SI et en chimie. Enfin, nous, on l'a utilisé en début d'année avec les fonctions universelles. Mais mathématiquement, c'est relativement isolé, alors que si je devais vous le démontrer, ça prendrait beaucoup de temps, c'est difficile à démontrer, il y a beaucoup de travail. Et donc, je suis juste censé vous faire comprendre ce qui se passe. C'est pas très rigoureux ce que je vais vous faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est pas grave. C'est normal, c'est le programme qui veut ça, mais c'est une bonne chose de ça. C'est bon pour tout le monde? Alors, la première partie, celle-là, on peut la faire. Donc, on considère soit P et Q deux polynômes. Non, excusez-moi, c'est pas P et Q. C'est A et B, deux polynômes. B est un non nul. On considère ce que j'appelle F, je l'appelle F parce que c'est une fraction rationnelle.
P sur Q. Vous voyez, ça commence mal. Je vous parle d'un être mathématique qui appartient à un ensemble sur lequel on n'a fait aucune théorie, on n'a même pas construit, on a à peine étudié, ça appartient à K parenthèse. Donc ça commence mal pour faire des choses propres. Alors, il y a la première chose qu'il faut comprendre. Non, c'est pas P sur Q, c'est A sur B. Il y a la première chose qu'il faut comprendre, c'est que je suis en train de faire des calculs formels, c'est-à-dire je divise par le polynôme B. Je ne suis pas nécessairement en train de me demander est-ce que B s'annule. J'ai écrit B non nul. Évidemment, il y a une fraction rationnelle associée. La fonction associée est définie sur K privé des éventuelles racines de B. Nous sommes d'accord? Exemple, si vous avez grand F qui est la fraction rationnelle, ça, alors sa fonction associée, petit f, je vais appeler, ce sera la fonction définie sur K privé de 1, R ou C, je suis pas dans la situation, qui a petit x associe 2x plus 3 sur x moins 1. Vous êtes d'accord? Mais grand F, je n'ai pas à me soucier de son ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est celui de petit f. Alors, un peu de vocabulaire. Les racines de B, les éventuelles racines de B, sont appelées pôles de F. Et je ne sais plus si il y a un accès complexe ou pas. S'il y a des pôles où il y a un accès complexe, il y en a un où il n'y en a pas. Et celui-là, je ne sais plus. Et les racines de A sont appelées racines de F. La fraction s'annule lorsque A s'annule, ça ne va pas être étonnant. Lorsque B s'annule, c'est au contraire une valeur interdite pour la fonction rationnelle associée. Ça s'appelle un pôle. Et alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, c'est on peut abaisser le degré du dénominateur, du numérateur. Abaissons le degré du numérateur. On écrit la division euclidienne de A par B. Si on fait ça, on écrit que A égale BQ plus R avec degré de R strictement inférieur au degré de B. Alors, F, c'est égal à BQ plus R sur B, ça vaut Q plus R sur B. Q, c'est un bras de polynôme. Et R sur B, c'est un nouveau de fraction rationnelle, sauf que le numérateur est de degré strictement inférieur à celui du dénominateur. Où Q est un polynôme. Et R sur B est une fraction rationnelle dont le numérateur est de degré strictement inférieur à celui du dénominateur. Pourquoi est-ce qu'on commence à faire ça?
pour la raison suivante. La décomposition d'éléments simples, je vous en avais déjà parlé. La décomposition d'éléments simples, je vous en ai parlé dans un cas un peu particulier. Je vous en ai parlé dans le cas des fonctions de la forme ax plus b sur cx carré plus dx plus e. Je vais passer d'autres choses, je vais pas laisser. La décomposition d'éléments simples dont je vous ai parlé en début d'année, c'était ça. Un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2. C'est-à-dire celle que vous savez déjà faire, en partie du moins, c'est quand le numérateur et le degré strictement inférieur au dénominateur. Comment on fait pour s'y revenir? Grâce à la division avec lien. Ok. Et donc désormais, je me place petit b, on va faire un exemple, et à partir du petit b, désormais, on suppose que degré de A est strictement plus petit que degré de B. Faisons un exemple. Donc la décomposition d'éléments simples, ça sert essentiellement pour nous à primitiver, ça peut servir pour dériver ou d'autres situations. Je me place dans l'optique de la primitivité, des calculs primitifs, c'est ce qu'on a voulu faire précédemment. Regardez, si vous voulez regarder, primitiver la fonction définition R plus b de 1, qui a x associe x cube sur x carré moins 3x plus 2. Eh bien, en début d'année, je vous avais donné des astuces, mais pas de méthode bien carrée. Maintenant, la méthode bien carrée, c'est la chose suivante. Excusez-moi, les deux avec les deux. Tout d'abord, le dénominateur s'annule bien à 1 et 2, je ne me suis pas trompé. 1 c'est une racine évidente, et 2 ça fait 4, moins 6 plus 2 ça fait 0. Donc on va tenter une décomposition d'éléments simples. Et puis on ne va pas faire semblant, vous savez que la décomposition d'éléments simples, ça va bien marcher si en bas on a deux racines distinctes, réelles. C'est le cas, c'est 1 et 2. Okay. Sauf que ce que je vous avais dit à début d'année, c'est ça s'écrit sous la forme x-1 plus b sur x-2. Je vous avais dit de faire ça. Et ça ne marche pas pour une telle fonction. Parce que si vous faites ce calcul, par identification, vous allez trouver, j'abrège un peu les calculs. Par identification, vous allez trouver ça. Le numérateur est condamné à être au degré inférieur ou égal à 2. Donc la décomposition d'un élément simple, comme je vous ai appris à le faire, elle ne marche pas pour ça. Il y a une première étape à faire. Nous sommes d'accord? La première étape, ça vise à abaisser le degré de x cube pour qu'il tombe à un degré. Ok? Et la technique, c'est tout bête, si vous faites une division euclidienne. Vous divisez x cube par x carré moins 3x plus 2. En début d'année, je vous avais incité à faire des trucs astucieux. Bon, maintenant, on a une technique bien bourrine, on va le faire. Tac. X, ça me fait x3 moins 3x2 plus 2x. Je retranche, ça me fait 3x2 moins 2x plus 3. Et le reste, ça va être 3x carré moins 9x plus 6. Quand je retranche, ça me fait le quotient qui est égal à x plus 3. Et le reste, la différence des deux, ça me fait 7x moins 6. C'est ça? Là, je dois avoir 7x moins 6. Ainsi, mais ça, je le conseille. U, c'est x plus 3. Et R, c'est 7x moins 6. Ainsi, quel que soit x appartenant à R privé de 1 et 2, f de x est égal à le quotient, x plus 3, que je sais intégrer, plus le reste. Que je vais attaquer par la technique que je vais
détaillé ici. Nous sommes d'accord? C'est bon? Ok? Donc désormais, je me concentre sur cette fraction rationnelle. Plus exemple, sur ce, plus précisément sur ce type de fraction rationnelle. Ok? Ce premier point, c'est voyager dans le temps. Je vais vous réécrire ce qu'on a avec un début d'année, sauf que maintenant on a tout le vocabulaire pour le faire. B1, on suppose que B est scindé à racine simple. Donc B est égal à lambda fois le produit de k égale 1 jusqu'à n de x moins alpha k, avec les alpha k tous distincts. C'est le cas ici. Mon dénominateur, il est scindé à racine simple, il est scindé, il a deux racines, il sont simples, un et deux. D'accord? Alors, on montre par récurrence sur le degré de B que qu'il existe des coefficients B1 jusqu'à Bn appartenant à K plus 5 tel que A sur B est égal à la somme de K égale 1 jusqu'à N de dk sur x moins alpha k. Illustration. C'est quoi? 7x moins 6 sur x carré moins 3x plus 2 est égal à B1 sur x moins 1 plus B2 sur x moins 2. Et on calcule B1 et B2 par tout moyen utile, c'est-à-dire avec des techniques qu'on a déjà présentées. Je vais vous en présenter peut-être une ou deux de plus. D'accord? C'est clair pour tout le monde quand on retombe sur ce qu'on a vu au début d'année, ça? Une fois que j'ai abaissé le degré du numérateur, si mon but, réfléchissez avec l'idée de primitiver. Si votre but c'est primitiver ça, une fois que vous l'avez écrit comme ça, primitiver x plus 3, on sait le faire depuis la maternelle, et primitiver ça, on sait le faire par décomposition d'éléments simples. Enfin, plutôt par la décomposition, le petit bout de décomposition d'éléments simples que je vous avais montré en début d'année, qui était en fait qu'une partie de la décomposition complète. Ok? Tiens, pour votre culture, c'est intéressant. Quand en maths on montre que, ça veut dire qu'on ne va pas le faire. Ça veut dire que ça peut se faire, plus c'est à notre portée, et je ne vais pas le faire. Quand vous lisez un article, un bouquin, on montre que, ben, ça veut dire que, ben, voilà, démerdez-vous. C'est-à-dire aller voir les sources, on ne veut pas se concentrer là-dessus. Ok? Ça se fait, c'est pareil pour l'instant. Et alors à ce stade, il faut que je vous fasse un paragraphe sur les techniques d'obtention de ces coefficients. Il y en a plusieurs. Malheureusement, alors la décomposition NRSL, c'est une technique qui est vraiment un truc de niche pour nous.
Et alors le malheur, c'est que pour bien la manipuler, il faudrait qu'elle y passe un peu de temps. C'est pas dur avec la main, mais il faut un peu à bouffer. Et je ne peux pas me permettre de cette projet. On a déjà fait un début d'année, si jamais. Alors les techniques d'obtention de ces coefficients. Il y a la première, qui est la plus bourrine, c'est par identification. Bon, il y a la deuxième qui est de loin, enfin je pense du moins, une technique bien plus raisonnable, par limite à l'épaule. Je vous rappelle comment ça marche sur cet exemple. Pardon. Alors, les limites, ça ne prouve pas l'existence. Sauf que là, j'ai couvert, je vous ai dit qu'on pouvait contre l'existence. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Le calcul de la limite à la fréquence, ça va vous calculer la valeur de B1 et B2. Et pas la résistance. Ici, pour B1. Pour B1, on multiplie par x-1 et on évalue en 1. Alors, on évalue en 1, c'est pas terrible parce qu'on a quand même des x-2 au dénominateur. Donc c'est pas on évalue en 1, on prend la limite en 1. Au final, c'est pareil qu'on évalue en 1. On multiplie par x-1. Numériquement, ça revient pareil que l'évaluer en 1. On calcule la limite en 1. Regardons cet exemple. Quel que soit x, appartenant à R, privé de 1 et 2. Nous avons que f de x fois x moins 1 est égal à B1 plus B2 x moins 1 sur x moins 2. Qui tend, lorsque x tend vers 1, vers B1. Or, f de x sur x moins 1, bon, c'est évidemment une formule déterminée. Hein. C'est une formule déterminée parce qu'en fait, f de x, c'est précisément ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne multiplie pas x moins 1. Cela tend vers, parce que x tend vers 1, 7 moins 6, 1 sur moins 1. Donc B1 égale moins 1. De même, pour B2, je multiplie par x moins 2 et j'évalue en 2. Et on prend la limite en 2. Quel que soit x appartenant à R privé de 1 et 2, f de x fois x moins 2 égale à B1 x moins 2 sur x moins 1 plus B2 qui tend vers B2, parce que x tend vers 2, et f de x sur x moins 2, c'est égal à 7x moins 6 sur x moins 1, qui tend lorsque x tend vers 2. Le dénominateur se tend vers 1, le numérateur se tend vers 14 moins 6, ça fait 8, c'est ça? Ouais. Et donc B2 égale 8. D'accord? On l'a déjà vu ça, mais je veux vous le remettre en tête.
Ça, ce sont bon, la première technique qui est intellectuellement la technique réelle, enfin, qui est particulièrement brune. La deuxième qui est largement la technique la plus réaliste. Ceci étant, il y a deux autres techniques qui peuvent être intéressantes. Alors, les deux autres techniques, ce sont des techniques opportunistes en fait. On évalue un X bien choisi, voire on multiplie par une puissance de X et on calcule la limite en plus l'infini. Parfois, moins l'infini, mais genre, c'est plus l'infini. Parce que ça évite de regarder dans le calcul. Exemple. Alors, ces deux points sont vraiment des trucs complémentaires. C'est dommage de passer un petit temps en cours, moi, parce que j'étais en télé. Il arrivera que, pour une raison ou pour une autre, vous ayez déjà certains des coefficients. Par exemple, vous avez déjà BE. Je ne sais pas par quel moyen. Et si je sais, ce sera de l'impression. Vous avez déjà BE. Eh bien, pour trouver B2, vous pouvez bien sûr faire ce que je fais. Mais vous pouvez, par exemple, évaluer un X bien choisi. Alors, c'est quoi un X bien choisi? C'est un X avec lequel les calculs sont faciles. Typiquement, regardez, on pourrait se dire 6 septièmes, ce serait sympa de se faire de ça, mais 6 septièmes, ça va être atroce ici. Bon, alors, je sais pas, un X égale 0, un X égale 0, mais bon. Un X égale 0, ça nous fait moins 6 sur 2 est égal à moins 1 plus B2 sur moins 2. Donc, bon ben voilà, quand vous évaluez les deux. D'accord? Quand on dit un X bien choisi, c'est un X choisi pour avoir le moins de travail possible. Ouais. Donc, je regarde ça. Donc, ça fait moins 3, ça fait moins 4. Donc, B2 égale 8, c'est ça? Oui. D'accord? Bon, c'est une technique opportuniste, il faut le faire. Vous n'avez plus qu'un terme à trouver, vous prenez un X égale 0, enfin une valeur raisonnable. Une autre technique opportuniste, vous multipliez par une puissance de X et puis vous regardez la valeur à l'infini. La limite à l'infini. Pourquoi multiplier par une puissance de X? Pourquoi ne pas se contenter de regarder une limite à l'infini? C'est pas absurde de regarder une limite à plus l'infini, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tout tend vers 0. Tout tend vers 0. Vous aurez 0 égale 0. Nous sommes en train de regarder des fractions rationnelles dans le dénominateur et le degré supérieur au numérateur. Donc le rapport est à vers 0. Tout tend vers 0 si vous à l'infini. D'accord? Pour éviter ça, il va falloir multiplier par suffisamment de puissance de x. Dans cet exercice, il va falloir multiplier par quoi? X carré, x cube, par quoi? Eh non, parce que si vous multipliez par x carré, ça va tendre vers plus l'infini. Et donc vous aurez plus l'infini égale plus l'infini, ça va être la même chose. Par x, c'est ça. Il faut multiplier par x pour obtenir deux polynômes de même degré. Et du coup, ça va tendre vers 7.
on multiplie par x, puis... Alors, ça vous fait 7x moins 6 fois x sur x carré moins 3x plus 2 est égal à moins x sur x moins 1 plus b de x sur x moins 2. Et là, vous avez... Vous factorisez par x carré au t bas. Ça t'inverse 7. Vous factorisez par x au t bas. Ça t'inverse moins 1. Vous factorisez par x au t bas. Ça t'inverse b2. Donc b2 égale 8. Heureusement, on trouve la même valeur. D'accord? Voilà. Et puis, si vous ouvrez des bouquins, vous pourrez trouver d'autres techniques. Certaines qu'on ne peut pas constater. On fait. Oui. J'ai pas compris ce qu'on a fait. On a multiplié la numération par x. Non. On multiplie tout par x. Gauche et droite par x. Ah oui. Si vous multipliez que. On multiplie l'égalité par x. À gauche et à droite. Sinon, on perdrait l'égalité. Si on faisait que. D'accord? Bien. Et alors, je vous fais le B2 et je vous donne un exercice. Ça, c'est quand le dénominateur excède les racines de 7. C'est-à-dire que le dénominateur, il n'y a pas de carré ou de cube. Quand il y a des carrés ou des cubes, par contre, ça devient nettement plus pénible. Et je n'ai pas à vous donner le cas général, j'ai juste à vous expliquer comment ça marche. Lorsque le dénominateur présente une racine de multiplicité non supérieure strictement à 1. Alors, la partie polaire va contenir alors c'est pénible à noter. Je vous prends un exemple numérique, d'accord? Et après, je vous prends un exemple numérique, et après, je reviens sur ce que j'ai écrit. Oui. Est-ce que pour le B2, c'est au moins une racine c'est au moins une racine? Oui. Pour chaque racine qui est de multiplicité supérieure à 1, il y a ça qui se rajoute. Okay. À la partie polaire. Ce que s'appelle la partie polaire, c'est la décomposition en somme qui est à droite. Je vous prends un exemple numérique pour que vous compreniez ce qui se passe. Regardons l'exercice suivant. X plus 2 sur x carré. Je mets directement le dénominateur sous forme factorisée. D'accord? Sur x moins 1. J'ai bien un numérateur qui est de degré strictement inférieur au dénominateur. J'ai 3 pôles. 0, 1 et moins 3. 0, 1 et moins 3. Et donc, a priori, vous pourriez vous dire, on va obtenir le terme en B1 sur x moins 1, plus B2 sur x plus 3, plus un terme sur x1. Bonjour. Je viens de voir pour le chauffage. Ouais. Apparemment, le problème est de l'autre côté ou du milieu. Apparemment, le problème il est au niveau de la parcelle 10, là où il y a le réostat qui arrive. Ça voit plus l'air. Ah non, mais il faut faire tout le tour. Je suis désolé. Mais... Là, le tableau est baissé parce que ça souffle l'air froid. Ouais, mais ça souffle l'air froid. Ouais. A priori, on pourrait se dire,
ça, sauf que le problème c'est que le 0 n'est pas le 7, le 0 n'est pas le double. C'est-à-dire 0 est racine de multiplicité 2. Donc il va y avoir un terme en x, mais aussi un terme en x carré. Avec deux coefficients. Alors là, malheureusement, dans le cas général, je suis un peu embêté pour le noter, parce que j'ai besoin d'une pléthore de notation. C'est pas des puissances, là. D'accord? Je vais le noter ici B4 et B5, comme ça, ce sera certainement. Non, pas B4 et B5. B3 et B4, comme ça, ce sera certainement plus clair. D'accord? Ce sont des réels. Enfin, des scalaires. Avec B1, B2, B3 et B4 qui sont. Alors ici, on est dans R, 4 réels. Vous sommes d'accord? Et alors, je vous dis un mot et je vous laisse calculer B1, B2, B3, B4. L'optique, c'est par exemple de primitiver. Et ça aussi, le primitiver. Ça, c'est ln, ça, c'est ln, ça, c'est ln. Et ça, c'est du 1 sur x. Enfin, du moins 1 sur x, hein, d'accord? Et donc, si on arrive à faire ça, on arrive quand même à obtenir une formule qui se primitive. Ok? Par ailleurs, et je vous évite, il y aura des exercices numériques, des exercices dans lesquels B3 va être égal à 0, ou B4 va être égal à 0. C'est pas pour autant qu'il faut que vous pensiez qu'ils sont absents. Enfin, ils sont absents ponctuellement sur l'exercice que vous avez. Et en général, ils peuvent apparaître. Vous êtes d'accord? La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on calcule B1, B2, B3, B4? Eh bien, B1 et B2, vous avez des délimitateurs. Et B3 et B4, je ne vous avais pas encore donné. Vous pouvez toujours le faire par l'identification, c'est monstrueusement lourd. C'est bien pire. Là, il y a 4 termes maintenant. Dès qu'il y aura des numérations multiples, il y aura plein de termes. Donc l'identification, ça va être très 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 lourd. C'est pour cela qu'il y a des techniques alternatives dans lesquelles les techniques complémentaires vont jouer un rôle intéressant, important. Allez, je vous laisse réfléchir à B1, B2, B3, B4. Oui. Ouais, ça marche très bien, mais vous allez identifier le nombre de B4. Hein. Alors bon, c'est quoi le plus petit commun dénominateur? C'est x moins 1 fois x plus 3 fois x fois. Mais non, il ne faut pas faire x fois x carré. X carré quand il y a déjà x. Le dénominateur commun, c'est ça fois ça fois ça. Je vais essayer, vous verrez que ça ne marche pas. Le meilleur moyen, le seul moyen réaliste de vous le dire, c'est tenter de faire l'identification de ça, le défaut, et ça ne marche pas. D'accord? D'une autre manière, ça, pour le démontrer, j'ai besoin d'un outil qui n'est pas au programme, et combien sur le programme, c'est pas très bien. Honnêtement, je me suis plus exactement je sais pas. Je sais très bien. Oui. Ouais, pourquoi il y a un terme? Parce que. La réponse est parce que sinon ça ne marche pas. Si vous voulez, attendez. Si, non. Je ne vais pas vous pipoter, je vais vous le montrer sur un exemple tout bête. D'accord? Regardez. Un exemple vraiment tout bête, sur lequel vous direz, ah ben ouais, ça ne marche pas. Degré 1 sur degré 2. Avec votre idée, est-ce que ça, vous arriverez à l'écrire comme ça? Eh bien non. La décomposition d'un élément simple de ça, elle est immédiate. C'est x sur x carré plus 1 sur x carré. C'est 1 sur x plus 1 sur x carré. Sur cet exemple tout simple, on voit qu'il y a un terme à x et un terme à x carré. D'accord? Et alors, sur des exemples encore plus compliqués, notez bien que, j'insiste, il n'est pas rare numériquement qu'on découvre que B3 dans certains exercices est nul ou que B4 est nul. Mais c'est des coïncidences numériques. C'est des exemples. Parce qu'en fait, ces exercices, on les fabrique dans l'autre sens. On prend la décomposition à la décomposition, on la refactorise pour obtenir le nombre de gauche. Sinon, vous allez vous apercevoir, les termes B1, B2, B3, B4 qu'on obtient sont souvent très très péteux, pas jolis. Pas jolis. Allez-y, on travaille. B1 et B2, ils sont faciles. B3 et B4, il faut un petit peu réfléchir. C'est pour ça que c'est le plus important. C'est vraiment très lourd, monsieur.